Sous les eaux d'El Cala se trouve quelque chose d'assez étrange. Une matière rouge qui ressemble presque à une pierre, mais qui est fabriquée par un animal vivant. Le corail rouge peut rester fixé sur la même falaise sous-marine pendant des dizaines d'années, ajoutant lentement de nouvelles couches à son squelette. Il vit dans l'obscurité. Il ne chasse pas, il ne se déplace pas, et pourtant, tout ce dont il a besoin finit par arriver jusqu'à lui, transporté par la mer. Mais ce système est si lent qu'une grande colonie peut mettre plusieurs décennies à se former, et seulement quelques minutes à disparaître. Alors comment ces falaises sous-marines ont-elles réussi à fabriquer un tel trésor? Quand on entend le mot corail, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est souvent celle d'un récif tropical. Une eau transparente, beaucoup de lumière, des poissons colorés, des colonies qui semblent presque poussées vers le soleil. Mais le corail rouge de Méditerranée fonctionne très différemment. Au large d'El Cala, Corallium rubrum vit souvent dans des zones où la lumière diminue rapidement. On peut le rencontrer sur des fonds rocheux, dans des fissures, sous des surplombs et le long de parois presque verticales. Dans certaines zones coralligènes de la région, ce type d'habitat commence déjà à quelques dizaines de mètres et peut se prolonger beaucoup plus profondément. À première vue, ce choix paraît étrange. Pourquoi un corail irait-il précisément là où la lumière devient rare? La réponse est simple. Parce que le corail rouge n'a pas besoin du soleil de la même manière que les récifs tropicaux les plus connus. Il ne dépend pas directement d'algues photosynthétiques pour produire son énergie. C'est un animal colonial. Chaque branche que l'on observe est formée d'une multitude de petits polypes. Et ces polypes ont besoin de quelque chose de beaucoup plus concret que de lumière, de nourriture. Le problème, c'est que le corail ne peut pas aller la chercher. Une colonie s'installe sur une roche et elle y reste. Pendant des années, parfois pendant des décennies. Elle ne nage pas, elle ne change pas d'endroit lorsque les conditions deviennent moins favorables. Une fois fixée, elle dépend entièrement de ce que l'environnement apporte jusqu'à elle. C'est là que l'obscurité cesse d'être un handicap, car l'élément le plus important n'est pas ce qui descend du ciel, c'est ce qui circule horizontalement dans l'eau, les courants. Et lorsqu'on commence à suivre ces mouvements d'eau autour des falaises sous-marines d'El Cala, le paysage devient beaucoup plus intéressant. Le corail rouge reste immobile. La mer, elle, ne l'est jamais. Même lorsque la surface paraît calme, l'eau bouge continuellement sous la surface. Des masses d'eau se déplacent. Les vagues transmettent de l'énergie vers le front. Les courants suivent le relief. Ils accélèrent parfois autour d'un cap, ralentissent derrière une roche ou changent de direction lorsqu'ils rencontrent une paroi. Pour un organisme fixé, ces mouvements sont essentiels. Les polypes du corail rouge déploient de minuscules tentacules dans l'eau. Ils capturent du plancton et différentes particules organiques transportées par les courants. Le corail ne poursuit donc pas sa nourriture. Il attend qu'elle passe devant lui. On peut presque imaginer chaque colonie comme une petite station de filtration installée sur une falaise. Plus l'eau qui la traverse est renouvelée, plus de nouvelles particules peuvent arriver. Le courant devient alors une sorte de tapis roulant alimentaire. Mais cela ne signifie pas que n'importe quel endroit agité fonctionne. Une colonie doit pouvoir résister pendant très longtemps. Trop de contraintes mécaniques et les branches risquent d'être endommagées. Trop peu de circulation et l'apport de nourriture peut devenir insuffisant. Il faut donc un équilibre. Assez de mouvement pour renouveler l'eau, assez de stabilité pour permettre à l'animal de rester fixé pendant des années. Et c'est là qu'intervient la géométrie du fond marin. Les falaises, les crevasses et les surplombs ne servent pas seulement de support. Ils modifient la manière dont l'eau circule. Une paroi peut canaliser un courant. Une fissure crée une zone protégée. Un surplomb réduit fortement la lumière. Une arête rocheuse peut exposer directement les colonies à une eau plus mobile. Le relief devient donc une sorte de machine hydraulique. Et ce système fonctionne d'autant mieux que le corail rouge n'a pas besoin d'une eau éclairée. Il lui faut surtout une eau qui arrive régulièrement jusqu'à lui. Mais les courants apportent aussi un problème. Ils transportent de la nourriture et ils transportent également du sable et des particules minérales. Pour un organisme qui doit rester fixé sur la même surface pendant plusieurs décennies, cette différence est capitale. Une colonie de corail rouge ne peut pas simplement pousser n'importe où sur le fond. Il lui faut un support dur, stable et surtout qui ne soit pas constamment enseveli sous les sédiments. Sur une surface horizontale, les particules tombant dans l'eau peuvent progressivement s'accumuler. Du sable, des fragments minéraux, des débris organiques, une fine poussière marine parfois presque invisible. Mais année après année, ces dépôts peuvent transformer complètement la surface disponible. Pour les organismes fixés, cela crée un problème. Une jeune colonie n'a pas besoin de beaucoup de place, mais elle a besoin que cette petite zone reste libre. Une paroi verticale change complètement la situation. La gravité empêche une grande partie des particules de rester en place. Le sable glisse, les dépôts s'accumulent moins facilement et le mouvement de l'eau peut
nettoyer continuellement la roche. Sous certains surplombs, on obtient alors un environnement très particulier. Peu de lumière, une surface rocheuse stable, peu de sédimentation directe et suffisamment de circulation pour transporter de la nourriture. Ce sont précisément les conditions que recherchent de nombreux organismes du coralligène méditerranéen. Et il faut bien comprendre que le corail rouge ne vit pas seul. Autour de lui existe une communauté entière. Des éponges, des bryozoaires, des gorgones, des algues calcaires, des organismes encroûtants capables eux aussi de fabriquer ou consolider des structures minérales. Le coralligène est parfois comparé à un récif parce qu'il construit progressivement un relief complexe. Mais au lieu d'être dominé par de grands coraux tropicaux, il repose sur un assemblage d'organismes très différents. Certains déposent du carbonate de calcium, d'autres occupent les fissures, d'autres encore recouvrent les surfaces. Le résultat ressemble presque à une ville construite très lentement sous la mer. Chaque organisme occupe un espace, chaque cavité devient un habitat, et le relief finit par devenir plus complexe que la roche initiale. Le corail rouge profite de cette architecture, mais il contribue aussi à la transformer, car sa propre branche rouge n'est pas seulement un tissu vivant. À l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus dur se construit, une structure minérale, une véritable pierre biologique. Si ce genre de sujet vous plaît, pensez à laisser un j'aime à la vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà l'existence du corail rouge d'El-Kala. La partie rouge et dure du corail est son squelette, et c'est probablement l'un des aspects les plus étonnants de tout le système. À première vue, une branche polie de corail rouge ressemble presque à un minéral. Elle est dure, dense, elle peut être coupée, polie, transformée en bijoux. On pourrait facilement croire qu'il s'agit simplement d'une roche particulière extraite du fond marin. Mais cette structure n'existerait pas sans l'animal. La colonie l'a construit elle-même. Le corail utilise les éléments dissous dans l'eau de mer pour produire du carbonate de calcium. Dans le cas de Corallium rubrum, le squelette est principalement constitué de calcite riche en magnésium. Autour de cette structure vivent les tissus de la colonie et les petits polypes. Le processus porte le nom de biominéralisation. Et ce mot est important, parce que le carbonate de calcium peut précipiter naturellement dans certaines conditions chimiques. Mais ici, l'animal contrôle une grande partie du processus. Des cellules spécialisées créent les conditions nécessaires à la formation du minéral. Petit à petit, de nouvelles couches apparaissent. Le squelette axial s'épaissit, de minuscules éléments calcaires peuvent également être produits dans les tissus. La colonie ne trouve donc pas sa branche rouge toute faite. Elle la fabrique, atome après atome, couche après couche. On pourrait presque voir ce squelette comme une construction réalisée directement avec les matières premières de la Méditerranée. Calcium, carbonate, magnésium, tous présents dans l'eau, mais organisés biologiquement pour former une structure solide. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser la profondeur, ce n'est pas simplement la pression hydrostatique qui écrase les minéraux les uns contre les autres jusqu'à former une branche. La pression augmente effectivement lorsque l'on descend. À 10 mètres environ, la pression totale est déjà presque 2 fois celle de la surface. À 50 mètres, elle est plusieurs fois supérieure. Mais le squelette existe parce que le corail contrôle sa chimie interne. La profondeur influence son environnement. La température, la lumière, la disponibilité de nourriture, le mouvement de l'eau, mais la formation de la calcite reste avant tout un processus biologique. Et c'est précisément ce qui rend cette pierre aussi fascinante. Elle est produite par un organisme extrêmement fragile, mais devient progressivement assez solide pour résister pendant des décennies. Seulement, cette construction a un défaut majeur. Elle est terriblement lente. Lorsqu'on regarde une branche de corail rouge de plusieurs millimètres ou de quelques centimètres d'épaisseur, on n'imagine pas nécessairement le temps qu'il a fallu pour la construire. Parce que notre cerveau associe facilement croissance et vitesse. Une plante peut pousser de plusieurs centimètres en quelques semaines. Un arbre peut devenir imposant en quelques décennies. Le corail rouge fonctionne sur une autre échelle. Les études réalisées sur différentes populations méditerranéennes montrent des vitesses de croissance du diamètre qui peuvent tourner autour de quelques dixièmes de millimètres par an, environ 2 dixièmes, parfois un peu davantage. Cela signifie qu'à l'œil nu, presque rien ne change d'une année à l'autre. Si l'on revenait photographier exactement la même colonie 12 mois plus tard, la différence pourrait être difficile à voir. Mais le temps continue de s'accumuler. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans certaines populations profondes étudiées, une colonie pouvait avoir besoin d'environ 30 ans simplement pour atteindre quelques millimètres de diamètre basal. Certaines colonies peuvent vivre bien plus longtemps. Des individus étudiés ailleurs en Méditerranée ont atteint des âges proches d'un siècle. Cette lenteur change complètement la valeur du corail. Une grande branche rouge n'est pas seulement rare parce qu'elle est belle, elle est rare parce qu'elle représente énormément de temps biologique concentré dans un objet relativement petit. Chaque millimètre a pris des années. Chaque branche a dû survivre aux changements de courant, aux variations de température, aux tempêtes,
aux organismes qui pouvaient la recouvrir ou l'endommager, aux sédiments et parfois à l'activité humaine. Pendant tout ce temps, la colonie est restée fixée exactement au même endroit. Elle n'a aucune possibilité de fuir. Si une condition devient mauvaise pendant quelques heures, elle doit l'endurer. Si une année est défavorable, elle doit survivre. Si un événement détruit toute la colonie, plusieurs décennies peuvent disparaître en quelques secondes. C'est là que le corail rouge devient beaucoup plus qu'un objet décoratif. On ne retire pas simplement une matière première. On retire du temps, et c'est précisément ce qui a rendu son exploitation si problématique. El Kala possède une longue histoire liée au corail rouge. Depuis des siècles, cette ressource est recherchée sur les côtes de la région. Sa couleur profonde, sa dureté, sa capacité à être poli, et surtout sa rareté, lui ont donné une valeur considérable. Pendant longtemps, la logique semblait assez simple. On découvre une zone riche, on prélève les plus belles branches, puis on revient plus tard. Mais avec une espèce qui grandit aussi lentement, cette logique ne fonctionne pas comme pour une ressource qui se renouvelle en quelques saisons. Une grande colonie retirée aujourd'hui ne sera pas remplacée l'année suivante, ni probablement 10 ans plus tard. Les suivis de population exploitées montrent que même après plusieurs années, la récupération peut rester très partielle. Et il existe un autre problème. Les grandes colonies ne représentent pas seulement beaucoup de squelettes, elles sont aussi des organismes adultes capables de se reproduire. Lorsqu'on sélectionne précisément les plus grosses branches, on peut donc retirer une part importante du potentiel reproducteur de la population. C'est une double perte. La structure déjà construite disparaît et une partie de la capacité à produire les générations suivantes disparaît avec elle. Les petites colonies restantes continuent de pousser, de nouvelles peuvent apparaître, mais l'ensemble du système repart sur une échelle de temps extrêmement longue. Imaginez une forêt où chaque arbre aurait besoin de 50 ans pour atteindre seulement quelques centimètres d'épaisseur. Puis imaginez que l'on retire régulièrement les individus les plus vieux. La forêt ne disparaîtrait pas nécessairement tout de suite, mais sa structure changerait progressivement. Beaucoup de petits individus, très peu de grandes colonies anciennes. Et c'est exactement ce genre de transformation que l'on observe dans certaines populations de corail rouge exploitées. Cela explique aussi pourquoi la profondeur a longtemps semblé être une forme de refuge. Plus une colonie se trouve loin de la surface, plus elle devient difficile à atteindre. Pendant des siècles, les capacités de plongée limitaient naturellement l'exploitation. On pouvait alors imaginer qu'en descendant suffisamment profond, on retrouverait forcément des populations anciennes et intactes, des sortes de forêts rouges cachées. Mais avec l'amélioration des techniques de plongée et de prospection, les profondeurs sont devenues beaucoup plus accessibles. Et les scientifiques ont découvert quelque chose d'inattendu. Les grandes colonies ne sont pas distribuées uniquement en fonction de la profondeur. Et si vous voulez découvrir d'autres endroits aussi étonnants, j'ai regroupé mes vidéos similaires dans une playlist. Elle est dans la description et sur l'écran de fin. L'idée paraît pourtant logique. Plus on descend, plus l'être humain a eu historiquement du mal à atteindre le corail. Les colonies profondes devraient donc être plus vieilles, plus grosses, mieux préservées. Mais dans la réalité, la profondeur n'est qu'une variable parmi beaucoup d'autres. Des chercheurs étudiant le corail rouge à plusieurs dizaines, voire plus de 100 mètres de profondeur, ont observé des populations très différentes selon les sites. Certaines parois verticales profondes pouvaient abriter énormément de petites colonies. À d'autres endroits, des fonds rocheux presque horizontaux accueillaient des individus plus gros et plus espacés. La question n'est donc pas simplement de savoir combien de mètres sépare le corail de la surface. Il faut comprendre tout son environnement. La roche d'abord. Est-elle assez stable pour rester en place pendant des décennies? Est-elle recouverte de sable? Présente-t-elle des fissures ou des surplombs? Ensuite, les courants. Apportent-ils régulièrement de la nourriture? La zone est-elle trop exposée ou au contraire trop isolée? Puis vient la sédimentation. Une surface peut sembler idéale, mais si elle est continuellement recouverte de particules fines, l'installation devient beaucoup plus difficile. Il faut aussi considérer la compétition avec les autres organismes. Chaque centimètre carré de roche peut être convoité. Éponges, algues calcaires, bryozoaires, autres gorgones, tous cherchent un support. Une jeune colonie de corail rouge doit trouver une petite place libre, puis réussir à la conserver pendant des décennies. Et enfin, il faut du temps, probablement le facteur le plus difficile à obtenir. Une colonie qui pourrait théoriquement vivre 50 ou 100 ans n'atteindra jamais cet âge si elle est arrachée à 20 ans. Une zone parfaitement adaptée aujourd'hui ne créera pas immédiatement une forêt ancienne. Il faut attendre, année après année, millimètre après millimètre. C'est ce qui rend les fonds d'El Kala si intéressants. Le corail rouge que l'on observe n'est pas simplement le produit de la biologie d'un animal. Il est le résultat d'une rencontre entre la géologie du littoral, la forme des falaises, le mouvement de la Méditerranée, la disponibilité de nourriture, la quantité de sédiments et le temps. En surface, El Kala apparaît comme un paysage de côtes, de forêts et de plages. Mais sous cette ligne de rivage existe un deuxième relief. Des murs rocheux, des cavités, des surplombs, des zones sombres où la lumière n'est presque plus utile. Et c'est précisément là que peut se former l'une des matières les plus recherchées de la Méditerranée.
Pas parce que la profondeur possède quelque chose de magique, pas parce que la pression transforme spontanément l'eau en pierre, et pas parce qu'un courant particulier dépose simplement du corail sur les falaises. Le système est beaucoup plus lent. L'eau apporte la nourriture, la roche offre le support, le relief limite les sédiments, l'animal prélève dans l'eau les éléments nécessaires pour construire son squelette. Puis il faut attendre, longtemps, très longtemps. C'est finalement la chose la plus importante à comprendre. Le corail rouge peut être prélevé en quelques minutes, mais aucun plongeur ne peut accélérer les 30 ou 50 années nécessaires pour retrouver ce qui vient d'être retiré. La véritable rareté n'est donc pas seulement la matière rouge, c'est le temps qu'elle contient. Et lorsque l'on regarde les falaises sous-marines d'El-Kala de cette manière, le trésor change complètement de définition. Ce n'est plus simplement une branche rouge cachée dans l'obscurité. Le véritable trésor, c'est tout le système capable de la fabriquer. La bonne roche, le bon mouvement d'eau, très peu de sédiments, une colonie capable de transformer les éléments dissous de la Méditerranée en pierre, et surtout des décennies pendant lesquelles personne ne vient interrompre